Merci à tous de nous avoir rejoints pour cette session spéciale sur Erasmus. Donc, on a un programme cette année à Saint-Pierre-et-Miquelon qui vise à promouvoir l'action de l'Union européenne à Saint-Pierre-et-Miquelon. On le fait parfois dans le cadre de la Semaine de l'Europe sur une approche pays, une approche très culturelle. Cette année, avec l'appui de la Commission européenne, on va avoir un accent un petit peu plus euh, institutionnel, c'est un grand mot, mais disons qu'on va essayer de mettre au maximum en avant toutes les opportunités et toutes les réalisations que l'on a faites conjointement avec l'Union européenne. Et donc, on a souhaité initier cette année européenne, enfin, ça va être plutôt 6 mois, ces 6 mois européens avec des sessions interactives dédiées au programme européen. Donc, lundi dernier, on a fait un travail un petit peu général avec l'approche des programmes, que ce soit sur Erasmus Entrepreneur, donc plutôt pour les jeunes entrepreneurs, mais aussi des approches thématiques. On a parlé beaucoup d'environnement et on devrait avoir à la fois un nouveau projet de Saint-Pierre-et-Miquelon qui va recevoir des fonds européens, et puis on va avoir beaucoup d'opportunités dans ce domaine à l'avenir. On a également parlé du programme Horizon Europe, notamment avec Benoît d'Albert qui va aussi intervenir ce soir et qui nous avait présenté ce programme dans le détail. Et donc ce soir, on va se pencher sur ce programme Erasmus, qui est un programme sur lequel je ferai une petite introduction et qu'on va pouvoir discuter en détail avec tous nos intervenants, que je remercie au passage. Donc, c'est une séance interactive. N'hésitez vraiment pas à intervenir pendant la session, en particulier après chaque présentation qui sera faite. Donc, on a découpé cette séance en deux parties. Une première partie qui sera plutôt centrée sur les opportunités pour les enseignants, les sportifs et également la formation professionnelle, puisque Erasmus, c'est également des opportunités dans ces domaines. Donc, ça touche différentes catégories de personnes et ça peut intéresser un très grand nombre de citoyens européens, y compris dans les pays territoires d'outre-mer. Nous aurons Sylvain Martinez, donc, qui est enseignant à Tahiti, qui nous donnera l'exemple d'un lycée professionnel. On aura aussi donc Benoît d'Albert, qui nous présentera plutôt les aspects sportifs et formation professionnelle. Dans une deuxième partie, donc à partir de 21h45 de Paris, on attendra que Cédric Borter, donc intervenant avec Sabrina Châtel, puisse nous rejoindre pour nous parler d'Euroscola. Et on aura aussi Quentin, Lucas et Noémie Lenormand, je les présenterai un peu plus tout à l'heure, qui nous parleront de leurs expériences en Erasmus. Donc, je tenais à remercier vraiment, et je ne l'ai pas assez fait la dernière fois, je le sais, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui ont contribué à préparer cet événement et celui de lundi dernier. Donc, les intervenants, bien sûr, mais aussi la collectivité territoriale qui nous a appuyés, Archipel Développement avec Marie-Laure Lemoine et Rudy l'Espagnol qui sont là ce soir, l'équipe d'Equinocchio avec notamment Dorothée Fischer et Caroline Vilos, et puis bien sûr l'Union européenne qui finance cette année de visibilité et donc également cette séance ce soir. Donc, merci à tous. Et donc, si j'ai rien oublié, on va pouvoir commencer. Donc, avec notre première présentation, et c'est moi qui vais simplement vous présenter très rapidement Erasmus dans les grandes lignes. Voilà. D'abord, Erasmus,
même si ça évoque certaines images, euh, c'est intéressant de définir un petit peu son périmètre. Donc, en fait, c'est un programme européen, comme vous le savez, qui vise à donner aux étudiants, aux stagiaires, au personnel et d'une manière générale aux jeunes, avec ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à l'étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur employabilité. Donc, il y a vraiment un objectif très spécifique qui est défini. Mais au-delà de ça, en fait, c'est une ouverture sur l'international. Ça dynamise profondément les opportunités de travailler et de se former à l'étranger. Et donc, ça permet aussi à des millions de personnes, puisque maintenant, ce sont des millions de personnes qui ont bénéficié de ce programme, et bien d'avoir une ouverture sur l'international et avec tout ce que ça peut vouloir dire dans un parcours personnel ou professionnel. Donc, comme on le verra ce soir, on a plusieurs secteurs d'activité qui sont concernés par ce programme. Donc là, je vous ai euh, fourni la liste. Donc, on va parler de l'enseignement scolaire. Il y a aussi l'enseignement supérieur. On a l'enseignement à la formation professionnelle. On a l'éducation des adultes, la jeunesse, y compris dans des programmes non formels. Et on a également le sport. Donc, non seulement je vous fournis cette liste exhaustive, mais ce sont aussi des liens, puisqu'on vous fournira toutes les présentations. Ce sont aussi des liens qui vous donneront accès à des portails pour chacun de ces domaines qui vous permettront d'approfondir vos recherches selon ce que vous recherchez. Et bien sûr, vous pourrez aussi contacter nos intervenants de ce soir. En termes d'actions clés qui peuvent concerner différents secteurs, on va avoir des actions qui sont plutôt des mobilités à des fins d'apprentissage. Donc ça, c'est ce qui concerne peut-être la plupart des mobilités. Mais ce sont aussi des coopérations pour l'innovation, pour l'échange des bonnes pratiques. Au-delà de ce que vous trouverez sur le programme Erasmus à proprement parler, il y a aussi le programme Erasmus pour entrepreneurs que Benoît Dalbert connaît bien. On a également des soutiens à la réforme politique. Donc là, c'est des programmes qui vont intéresser plutôt les ministères des États membres qui vont leur permettre des actions conjointes, des harmonisations des programmes et faciliter les coopérations entre États. Et donc, ce volet sport aussi qui est méconnu, mais sur lesquels il y a des fonds qui sont très substantiels. Et donc, voilà le programme de ce soir dont j'ai un petit peu parlé. Donc, à moins qu'il y ait des questions à ce stade, je vais passer la parole à Sylvain Martinez, qui est en direct avec nous depuis Tahiti. Donc, Sylvain Martinez est enseignant au lycée professionnel de français, histoire, géographie et éducation civique. Il est dans le milieu de la Polynésie française depuis maintenant plus de 20 ans, donc c'est presque un demi, comme on dit là-bas. C'est moins un popa et plus un demi. Et donc, il est développeur Erasmus Plus depuis 2016 et même évaluateur plus de Erasmus Plus depuis 2017. Donc, il va nous partager son expérience et peut-être des bonnes pratiques pour essayer d'être performant sur Erasmus. Sylvain, je vous passe la parole. D'accord. Merci Olivier. Merci pour l'invitation. Bonsoir à ceux que je n'ai pas salués. Rebonsoir aux autres. Les présentations ont été faites, donc vu qu'il ne m'est donné que 10 minutes, je ne reviendrai pas là-dessus. Je partage tout de suite un document. Celui-ci, on passe en affichage. Voilà. Donc effectivement, le propos, aujourd'hui, le but du propos est de partager assez rapidement une expérience Erasmus+, en lycée professionnel, mais sous un aspect en fait d'échange scolaire. Donc c'est une expérience à la fois personnelle, professionnelle, collective, individuelle. Donc c'est un partage autour de ces questions-là. Et bien évidemment, si in fine, cela permet d'encourager les uns et les autres à se lancer dans des projets d'Erasmus+, tant mieux.
Alors, vivre une mobilité Erasmus+, en Polynésie française, voilà, quelques photos, c'est très beau. On voit Rome, on voit Athènes, on voit Tahiti également sur la présentation. Mais ce n'est pas que ça quand même, hein. Attention, Erasmus+, il faut sortir de ce piège, de ce cliché. Et Erasmus+, ce sont 4 projets que nous avons menés, nous, au lycée dans lequel j'exerce depuis quelques années maintenant. 4 projets donc, qui s'affichent depuis 2014. On avait commencé un premier projet sur la thématique de la Première Guerre mondiale. On avait enchaîné en 2017-2019 sur la thématique de la citoyenneté et du multiculturalisme. On avait poursuivi encore sur le multiculturalisme entre 2018 et 2021, bien évidemment bousculé par la situation sanitaire. Et ça s'est terminé, ça s'est poursuivi, dirons-nous, par un changement de braquet, dirons-nous, où les échanges scolaires ont été un petit peu laissés de côté pour un 4e projet, où on a davantage axé notre action, on axe désormais notre action plus sur des mobilités des apprenants, ce qui est différent, mais a priori, il y a quelqu'un qui interviendra là-dessus, donc je n'en dirai pas beaucoup plus là-dessus, je resterai essentiellement sur les projets scolaires. En tout cas, sur un projet scolaire Erasmus+, c'est une thématique. Là, vous avez vu les thématiques qui ont été abordées. Forcément, ça tient à la sensibilité de l'enseignant que je suis, hein, histoire, français, bon. Mais après, toute thématique est possible. Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre. Quand on monte un projet Erasmus+, tout est possible. Toute thématique est possible. Un professeur de sciences de la vie et de la Terre peut mener un projet sur les poissons, sur ce qu'il veut. Quel que soit le domaine, tout est possible. Ça, répétons-le. Ensuite, Erasmus+, ce sont donc bien évidemment des mobilités. Vous voyez apparaître sur la diapo un certain nombre de mobilités pour chacun des projets qui ont été menés ou qui sont toujours en cours. 26 élèves pour un premier projet, pour 20 enseignants, 10 élèves, 12 enseignants, etc. Ça peut ne pas paraître énorme au regard du nombre d'élèves dans chaque établissement scolaire, mais c'est quand même déjà beaucoup, et c'est déjà ça de prix pour les élèves qui ont pu participer, pour les enseignants qui ont pu profiter des mobilités. Erasmus+, ce sont des fonds qui sont alloués à un projet. Lorsque le projet est présenté sérieusement, eh bien, ce sont des fonds qui sont alloués. Vous les voyez apparaître, autant être clair sur les chiffres. Voilà, ce sont des enveloppes tout à fait intéressantes qui se sont améliorées avec le temps. Depuis la Polynésie, il n'est pas toujours facile d'assurer des mobilités. Vous imaginez bien, avec le coût du billet d'avion, bien évidemment. Et depuis 2014, en tout cas, le programme Erasmus+ a énormément évolué et a favorisé les mobilités pour nous, par exemple, pays d'outre-mer. Ça, c'est une réalité. Et encore merci là à l'Europe pour cette question. Ce sont aussi voilà, thématiques, mobilité et des fonds. Alors, ce n'est pas seulement ça, Erasmus, ce sont aussi des réalisations. Certes, des voyages en international, d'accord, mais sur place. Mais sur place, les réalisations ont été nombreuses. On a lancé des cérémonies commémoratives, on a lancé des événements culturels, on a fait vivre en fait l'établissement. On a lancé des activités, des productions qui ont duré dans le temps et qui durent encore, des rencontres, des témoignages. On a créé des partenariats avec les entreprises locales, entre l'établissement et les entreprises et les institutions. On a véritablement ancré, disons, grâce à l'action Erasmus, on a ancré le lycée dans son environnement local. C'est pour ça qu'au-delà de la mobilité, il faut voir toutes les retombées qu'il y a au niveau local pour un projet Erasmus+, et il faut jouer là-dessus. Effectivement, d'abord, c'est une demande du programme. On ne va pas se contenter de mobilité, mais pour nous, en tant qu'organisme local, bénéficiaire, c'est une véritable chance de profiter de cette opportunité pour se développer pleinement. Donc ça, c'est important. Toujours par rapport à ces 4 projets rapidement, de nouvelles données apparaissent au bas de cette nouvelle diapo. Partenaires de projet, concepteurs et coordonnateurs, partenaires, concepteurs, coordonnateurs. Voilà. Quelques petites précisions. Au tout début, en 2014, on ne connaissait rien, mais strictement rien d'Erasmus. On a découvert Erasmus
un peu par hasard. Après, jamais vraiment totalement du hasard. Il a bien fallu chercher. Il y a bien eu au départ une envie de mobilité, une envie de commémorer d'abord le centenaire de la Première Guerre mondiale, des envies de mobilité, des envies d'échanger. Et on est tombé sur un partenaire allemand qui lui-même cherchait d'autres partenaires pour parler de cette Première Guerre mondiale. Et un coordonnateur allemand, un porteur de projet allemand, nous a embarqués dans son propre projet. On ne savait pas trop ce que c'était. On a dit banco. On est rentré donc vraiment dans ce projet entre 2014 et 2017 en tant que partenaire de projet. Et on a appris beaucoup, si bien qu'on n'a pas voulu, au bout de 3 ans, arrêter l'expérience Erasmus+. On a voulu la prolonger, mais cette fois-ci, avec des préoccupations, certes toujours d'ouverture à l'autre, hein, ça c'est certain, mais on a voulu penser nous-mêmes ce projet. C'est pour ça qu'on a conçu nous-mêmes un projet Erasmus+, toujours un projet d'échange scolaire. Et cette fois-ci, on a été coordonnateur de projet. Donc ça a été assez vite, finalement. Ça a été beaucoup de travail, bien évidemment. Cette expérience s'est poursuivie en tant que partenaire et concepteur de projet d'un 3e projet Erasmus+. Et on a continué à concevoir des projets Erasmus+, avec, comme je le disais, un 4e projet, celui d'envoyer des lycéens en stage professionnel en entreprise en Irlande. Bon, mais là, avec la Covid, c'est particulier, ça a été repoussé quand même. Voilà. Quelques enjeux. Mais ça, je crois que j'en ai déjà parlé. Déjà pour les participants, notamment pour les élèves, toutes les compétences transversales que nous avons pu travailler sont énormes, la pratique linguistique, l'ouverture culturelle et toutes les compétences scolaires. Vraiment liées au scolaire, ce sont vraiment des compétences transversales. Et là, on s'oriente pour le prochain projet, au-delà des compétences transversales, sur des compétences beaucoup plus spécifiques liées au corps de métier. Ensuite, disons-le, répétons-le, pour les enseignants, c'est très important aussi. Erasmus+ est également conçu pour les enseignants, puisque c'est une véritable, à titre personnel en tout cas, mais pour les collègues aussi, une véritable transformation dans le sens où ce sont des expériences enrichissantes qui nous ouvrent sur de nouvelles pratiques, qui nous ouvrent sur de nouvelles manières de penser. Dans un monde globalisé, ça ne fait pas de mal. Cela a été dit, pour la structure, pour l'établissement lui-même, c'est une belle occasion non seulement de s'ouvrir à l'international, mais de renforcer son ancrage au local d'une manière différente, avec de nouvelles approches. Et ça plaît aux institutions locales, ça plaît aux entreprises locales également. Et bien évidemment, ce sont des avantages pour l'Europe, puisque les valeurs européennes sont véhiculées à travers tous nos projets. Quelques conditions de réussite. Je terminerai par cela d'ailleurs. Erasmus prend énormément de temps. Et Erasmus pompe énormément d'énergie pour celui qui mène ces projets, pour celui qui les anime. Il faut être polyvalent. C'est la gestion administrative, c'est la gestion financière. Ce sont des évaluations de nos activités. C'est la conduite aussi d'activités pédagogiques. C'est le contact avec les médias, faire parler d'Erasmus. Donc, c'est énormément de choses. Et comme je le dis, je le répète, énormément de temps, énormément d'énergie. Alors, pour terminer, c'est un appel en fait aux personnes qui pourraient être intéressées par un projet Erasmus. C'est un appel aux enseignants, c'est un appel aux responsables, aux décideurs, aux chefs d'établissement. Erasmus, il faut le voir véritablement, non pas comme une charge administrative, parce que ça pourrait être au bout d'un moment perçu comme une charge administrative, il faut le voir comme un investissement. Il faut concevoir Erasmus comme véritablement une action qui touchera toutes les parties de la structure, toutes les personnes. Il ne faut pas hésiter à y consacrer d'abord du personnel, à y consacrer des moyens financiers en quelque sorte, hein. En gros, payer quelqu'un pour s'occuper de projets Erasmus+, ne pas se contenter de la bonne volonté des personnes et du bénévolat des gens. Non, parce que ça nécessite vraiment du temps et des efforts et des forces. Et si vraiment c'est conçu comme un investissement, cet engagement d'Erasmus+, il y aura forcément un retour sur investissement qui sera très, très bénéfique. Donc, ne pas hésiter à s'informer,
à découvrir, à croire aux vertus d'Erasmus+, à être audacieux, à accorder sa confiance aussi aux personnes qui s'impliquent dans les projets. Là, il faut vraiment soutenir les personnes qui veulent s'impliquer dans ces projets. Voilà, j'ai essayé d'être à peu près court, un peu trop synthétique peut-être, je ne sais pas, donc je suis ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup, Sylvain, et bravo pour toutes ces réalisations, tous ces projets. On va pouvoir commencer à prendre des questions. Donc, il y a beaucoup de liens pour approfondir avec Oui, beaucoup d'adresses utiles pour la. voilà. Donc à la fin de la présentation, vous trouverez quelques adresses utiles très généralistes, parfois plus ponctuelles, plus précises. Donc voilà. Et puis après, l'adresse mail tout à la fin, avec les remerciements bien évidemment, pour toute autre précision au-delà de la réunion si c'est nécessaire. Maruru à vous. Maruru Laura. Et donc, pour poser vos questions, vous pouvez envoyer par email, mettre dans le chat, lever la main ou juste prendre la parole. Et je crois que Ibrahim, vous avez une première question. Monsieur Moussouni, qui est Enfin, donc chef de service plutôt, à la DGOM sur l'Europe et je coopération ne suis pas régionale. encore chef de service, pardon. Vous m'entendez, je suis Ibrahim Moussouni, le chef du bureau des politiques européennes. C'est le bureau qui est, comment dire, qui est le référent pour toutes les négociations européennes qui concernent les RUP, les PTOM et les relations de ces derniers avec leur voisinage. Nous avons longuement travaillé avec l'interministériel sur le règlement au fil de sa négociation depuis 2018. Nous avons également travaillé pour obtenir le relèvement des prises en charge, déjà sur le programme 2014-2020. Je me souviens que en 2013-2014, les propositions de Bruxelles pour les frais, par exemple, de transport, c'était plafonné à 800 euros. Aujourd'hui, on est à 1500 ou 1600, quelque chose comme ça, dans le programme de travail Erasmus. Je ferme la parenthèse. Je souhaitais remercier M. Martinez pour son enthousiasme. Hein. Il a en même temps noté que c'était certes une source de charges administratives importante au démarrage, mais que sur le moyen long terme, c'est plutôt un investissement. Et nous, on se situe dans cette perspective-là, même si je dois dire que les exigences européennes en termes de qualité du rendu, de monitoring, de présentation des demandes, on devrait peut-être les copier au niveau national, hein, parce que parfois, on met en place des politiques au gré des crises, des demandes ou des besoins exprimés localement, mais on a du mal en France à structurer les projets, à dire où on va, avec qui, pour quel objectif et quel est le point de sortie. Et là, je note avec satisfaction les retombées positives qui sont soulignées par Sylvain Martinez. Et déjà, c'est déjà un gain considérable pour les populations locales. Pour finir, j'indiquais en aparté à Olivier tout à l'heure que nous avons engagé un travail avec les trois principales instances à Paris qui travaillent sur Erasmus, le ministère de l'Éducation nationale avec l'Agence de Bordeaux pour le volet éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur pour le volet enseignement supérieur, l'Agence du service civique pour le volet jeunesse et corps européen de solidarité, avec pour objectif d'arriver, même si ce n'est pas dans le règlement, même si ce n'est pas dans le programme de travail annuel, d'arriver à des formes d'Erasmus qui tiennent compte des besoins de chaque bassin géographique, à la fois en termes de prise en charge financière, pour les voyages, pour les frais d'installation des jeunes quand ils vont dans un pays, sans que ça aboutisse vraiment à ce qu'on aurait souhaité, à une déclinaison régionale, vraiment spécifique. Voilà, c'est un point on va dire, un point d'insatisfaction, mais on va essayer d'y arriver autrement. Merci beaucoup pour ce partage et pour ces
ces avancées que vous avez obtenues pour les pays et territoires d'outre-mer. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires à ce stade? Juste une petite précision par rapport à ce qui vient d'être dit par M. Moussouli, par Ibrahim Moussouli. Effectivement, il y a une charge administrative donc, posée par l'Union européenne dans la conception des projets, mais aussi dans le suivi des projets. Mais ça, à la rigueur, vous savez, c'est pas forcément... ça peut être... forcément, il faut s'y soumettre, hein, Oui, oui. énergie. Mais c'est pas forcément... au contraire. Ça pose justement des règles de fonctionnement et ça nous aide beaucoup pour structurer nos activités et nos projets. Voilà. On a des objectifs très clairement définis ou à définir, à atteindre. Il faut évaluer, il faut mesurer les actions qui sont entreprises. Et tout ça, ce sont des réflexes que étrangement, on n'avait peut-être pas au préalable. Et on a appris justement avec, certes, cette structure administrative, mais on a appris encore vraiment à se perfectionner par rapport à un niveau de qualité de projet à développer. Voilà. Et du coup, quand je parlais aussi de soutien et d'investissement, c'est aussi par rapport à nos décideurs, mais à notre échelle locale. À notre échelle locale, vraiment, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Répétons-le, on est d'accord sur ce point, c'est un investissement pour l'avenir. Donc, c'est nous, à notre petit niveau, au niveau de la structure, peut-être même juste au-dessus, concevoir véritablement Erasmus+, comme une chance de développement. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'argent à prendre. Hein. Je le disais tout à l'heure en aparté, Olivier, le budget est passé de 15 milliards à 26 milliards 4 entre les deux générations, 14-20, 21-27. On aurait aimé que ça reste à 30 milliards comme le proposait la Commission européenne, mais c'est déjà quand même dans le contexte actuel quelque chose de très important. Je pense qu'effectivement, il faut si j'ose dire, passer l'obstacle, se donner les moyens, si j'ose dire, en s'adaptant aux coutumes bruxelloises. C'est toujours intéressant, hein, franchement. Moi, dans une vie professionnelle antérieure, il y a très, très longtemps, hein, dans les années 90, j'avais travaillé avec la protection judiciaire de la jeunesse au niveau central, hein, ainsi qu'avec l'administration pénitentiaire, qui recevait du Fonds social européen, qui gérait ça un peu à la va comme je te pousse. À l'époque, j'étais au ministère du Travail. On les avait un peu obligés à mettre en place un semblant de compta analytique, de suivi des participants. Et à la fin, ils nous ont remerciés parce qu'ils ont dit finalement, on arrive à voir plus clair comment nos projets avancent, déjà d'où on part, où on souhaite aller et quels résultats on souhaite obtenir. C'est un investissement. Mais je pense qu'il faut que, à la fois de l'établissement jusqu'au rectorat et jusqu'à Paris, qu'on se donne les moyens, au moins intellectuellement, de capitaliser, de capter le maximum d'argent de ce programme. Mais c'est valable pour les autres programmes, Horizon Europe, le programme LIFE, Europe Créative. En tout cas, les PTOM commencent à être reconnus à Bruxelles, puisqu'il y a deux projets en ce moment qui sont parallèles, un programme dans le cadre un projet dans le cadre du programme LIFE pour préparer les PTOM à mieux accéder à ce programme, d'une part, et un autre programme qui est porté par l'Institut français dans le cadre d'une action qui, on va dire, jumelle ou voisine, cousine d'Europe créative pour valoriser les cultures ultramarines. C'est un projet qui s'appelle Archipel EU. On y travaille en ce moment même avec l'Institut français. Donc, je vous encourage à ne pas lâcher. Merci. Merci. Et ben sur ces beaux mots, et merci encore, Monsieur Martinez. Sur ces mots de Monsieur Moussouni, je vais passer la parole à notre prochain intervenant. Juste, pardon, Oui, Olivier, excuse-moi. bien sûr. Juste une fois de plus pour vous remercier. Là, je continue à écouter, bien sûr, Oui. les échanges, mais je risque de partir d'ici une vingtaine de minutes. Donc, je tenais encore à vous remercier
d'avoir organisé cette rencontre et encore merci à tous pour m'avoir supporté, de m'avoir écouté. Pardon. Merci à vous. Et belle journée sous le soleil oui. de Tahiti. Oui, aujourd'hui, oui. Merci. Donc, pour notre prochain intervenant, Benoît, il est spécialiste des projets et programmes européens et aussi spécialiste des pays territoires d'outre-mer, puisque Benoît d'Albert était en charge de ces sujets-là pour l'Association des pays territoires d'outre-mer jusqu'il y a quelques années. Et donc, il va pouvoir nous parler de la partie Erasmus formation professionnelle et la partie Erasmus sport. Et donc, eh bien, Benoît, merci d'être avec nous et à toi la parole pour cette partie. Bonsoir à tous, bonjour à tous et merci Olivier pour l'invitation. Juste pour remercier Sylvain pour son intervention, j'avais eu l'occasion d'organiser un entretien avec lui il y a 2 ans, quand j'étais encore à l'OCTA, à l'Association des pays d'outre-mer. Donc peut-être juste pour soutenir ses efforts, je vous glisse dans le chat le lien vers le rapport qui a été publié en 2019 par cette association, qui avait pour but de promouvoir justement l'exemple de réussite. Donc si les projets de Sylvain vous intéressent, vous pouvez lire son histoire et l'histoire d'autres collègues de différentes îles au sein de ce rapport. Donc il est en bilingue, donc une fois que vous êtes sur le site de l'OCTA, vous pouvez juste changer la langue si vous voulez lire en anglais, mais celui-ci est également disponible dans la langue de Molière. Donc, après cette introduction, j'aimerais maintenant passer à ma présentation et elle va être double ce soir. Je vais d'abord commencer par partager mon écran. Et vraiment, pour faire un lien très direct avec la présentation de Sylvain, qui parlait d'échanges de mobilité dans le cadre d'un lycée professionnel, Erasmus+ a également une dimension dédiée à la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie. C'est une dimension qui va en puissance, puisqu'avec les changements technologiques, les changements de sociétaux, les personnes sont de plus en plus amenées à se reformer, à apprendre à nouveau afin d'être davantage employables sur le marché de l'emploi. Donc là, le projet que je voudrais vous présenter rapidement, c'est un projet dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler durant une année, qui s'appelle Deus, qui est un projet de formation professionnelle pour les acteurs et les opérateurs du secteur créatif et culturel. Donc on est un petit peu à mi-chemin entre Europe Créative, qui est le programme européen dédié à la culture, et Erasmus+, qui est lui le programme par excellence dédié aux compétences. Donc, pourquoi un projet comme Deus a-t-il été financé par Erasmus+? Tout d'abord par l'importance que revêt le secteur des industries créatives et culturelles. Je vous ai indiqué les chiffres d'avant-crise sur le diapo. Évidemment, maintenant, il faudrait actualiser les chiffres, puisque le secteur a été dévasté par la crise. Mais néanmoins, vous voyez quand même l'importance du secteur. Et au-delà du chiffre de création de valeur économique et de l'importance de la manœuvre qui est engagée dans l'activité créative et culturelle, c'est surtout la valeur non marchande et le fort potentiel d'innovation croisée qui a retenu l'intérêt au niveau européen et donc qui a donné partie naissance à ce projet. Le secteur est un secteur qui est fragmenté. C'est en fait un conglomérat de 13 secteurs. Pensez à la culture, par exemple de la musique, à l'architecture, aux arts créatifs, etc. Et finalement, on se retrouve avec des acteurs qui sont souvent isolés, qui n'ont pas forcément les compétences nécessaires pour développer leur activité professionnelle, mais qui ont un intérêt très fort à coopérer et à aller vers l'international afin d'accéder à de nouveaux marchés et de vendre leurs œuvres culturelles et créatives. Donc ce projet Erasmus+, qui est toujours en cours et qui va se terminer à la fin de l'année 2021, a pour but de développer une méthodologie innovante afin de répondre aux besoins des professionnels de la culture. Et je vais y venir dans un instant. En quoi cela consiste-t-il? Les partenaires du projet, on s'est tous rendu compte que les acteurs avaient très peu de temps à consacrer à la formation, mais qu'en même temps, ils avaient besoin d'acquérir ces belles compétences. Donc, le projet travaille sur un système de modules et de micro-modules afin de permettre aux acteurs d'accéder aux connaissances dont ils ont besoin afin d'être performants sur le marché.
Par exemple, ça peut être comment organiser des ventes en ligne. Ça peut être comment rédiger un CV. Ça peut être comment développer un business plan. Ce sont des choses que les acteurs de la culture ne sont pas forcément familiers, mais ce sont des compétences dont ils ont besoin afin de pouvoir être couronnés de succès dans leurs entreprises. Le projet, au-delà de cette méthodologie, est également en train de développer une plateforme qui a pour but de mettre gratuitement l'intégralité de ces modules, donc de cette pédagogie. Et donc, cela montre aussi une dimension intéressante des projets européens, c'est qu'en l'absence même de financement, si vous êtes curieux et intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à suivre ce que les projets font et n'hésitez pas à vous approprier la connaissance qui est mise gratuitement sur le marché, parce que c'est financé avec des fonds publics et donc il y a un partage de la connaissance qui est obligatoire dans le projet européen. Et donc là, ça fait partie des livrables que le projet va fournir d'ici la fin de l'année. Vous voyez ici un consortium assez ambitieux. On parle de petits partenaires venant de 9 pays, impliquant 4 capitales européennes de la culture, notamment Košice, Linz, La Valette et Matera. Donc, c'est un consortium assez important, avec également des universités qui sont là pour valider les acquis d'expérience sur le plan de la formation professionnelle afin de garantir que cette nouvelle méthodologie soit reconnue dans les différentes régions et les différents États de l'Union européenne. En termes d'approche, Sylvain n'a malheureusement pas eu le temps d'en développer, mais souvent les projets ont un petit peu cette phase d'analyse au départ, où on fait un petit peu l'état des lieux, ensuite on élabore les premiers produits, on vient ensuite à une phase de pilotage où on teste et on a une phase itérative où on essaie de voir avec les utilisateurs finaux si la méthodologie est convaincante, si elle est claire, si elle apporte vraiment une plus-value. Et enfin, on se tourne vers l'avenir et on aborde à ce moment-là des questions davantage tournées vers la durabilité des résultats des projets. Un élément qui est également important, et l'aventure de Sylvain le montre bien, on démarre une aventure, on apprend, on se transforme et on souhaite prolonger l'aventure, ancrer les résultats afin de transformer davantage les structures et les personnels qui y participent. Donc, c'était vraiment un éclairage rapide sur la formation professionnelle. J'aimerais maintenant revenir à Erasmus + Sport, qui est un programme méconnu et que j'ai découvert quand j'étais à l'OCTA. Je ne savais pas que l'Europe avait une compétence dans le domaine du sport, mais elle est même inscrite dans les traités européens. Et pour la période 2021-2027, sachez que 470 millions d'euros ont été fléchés afin de soutenir des projets dans le cadre du programme Erasmus. Alors certes, ça représente une toute petite part du budget total du programme, mais néanmoins, les fonds existent et vous allez voir qu'en termes de type de projet, on peut créer du projet avec très peu de fonds et on peut créer des projets avec beaucoup d'impact, sans forcément avoir beaucoup d'argent. C'est là où Erasmus Sport est un programme intéressant. On parle ici du sport de masse, mais pas du sport professionnel, donc le sport que vous et moi pouvez pratiquer dans un club durant votre temps libre. Et vous voyez qu'au niveau des objectifs du programme, on prône bien évidemment la mobilité, la pratique physique, mais également l'intégrité. Et les valeurs du sport sont quelque chose que l'Europe souhaite mettre en avant. Et au-delà, comme on peut malheureusement voir dans les journaux, la lutte contre le racisme, la discrimination, l'intolérance, tout ce corpus finalement fait partie intégrante d'Erasmus + Sport. Sans aller dans le détail, je vous ai listé sur la diapo les priorités thématiques du programme. On pourrait y passer beaucoup de temps, donc je vais juste les survoler, parce que c'est finalement en parfaite continuité avec la précédente diapo. Et vous allez voir à travers 3 projets comment ces priorités thématiques peuvent se matérialiser par des exemples concrets. Un premier type de projet qui va être financé durant la période 2021-2027 s'adresse particulièrement aux petites structures. On appelle ça des partenariats à petite échelle. Ce sont des petits projets, en général de 6 mois, et qui bénéficient d'une subvention forfaitaire de 30 000 ou 60 000 euros. Évidemment, tout dépend du volume d'activité que vous souhaitez dans votre projet. Vous voyez qu'en termes d'organisation, on demande 2 pays participants, donc c'est un échange bilatéral, donc on ne demande pas des partenariats énormes comme celui
je vous ai présenté auparavant. Et le type de projet s'adresse aussi bien à des organisations publiques que privées. Dans ce type de projet, on recommande la participation d'un club de sport. Donc, on est sur des projets assez accessibles pour les petites structures et surtout les primo-accédants. Et pour vous donner un exemple concret de la période précédente, bien évidemment, 2014-2020, un projet de 24 mois qui était concentré sur la pratique des sports anciens, qui a été porté par un chef de file français, Ensemble Partout, qui a regroupé des partenaires de 4 pays européens, et chaque pays européen avait un sport traditionnel qu'il a mis en partage avec ses partenaires. Dans le cadre du partenaire français, c'était le jeu de paume. Pour vous donner un exemple, donc ils ont pu découvrir les autres exemples de Roumanie, Estonie, et République tchèque, et le public cible était des jeunes de 15 à 22 ans, où durant 24 mois, ils ont pu, avec simplement 54 000 €, organiser un échange d'expériences et apprendre la pratique sportive et toutes les valeurs qui tournent autour de ce sport, ou de ces sports, pour être plus précis. On va passer à une étape un peu plus supérieure, un peu plus exigeante, ce qu'ils appellent les partenariats de coopération. Donc là, on rentre dans des projets plus longs, plus structurés, et vous voyez que le montant des subventions va croissant, conformément au volume d'activité que chaque projet va mettre en œuvre. Donc là, maintenant, le prérequis, c'est 3 pays de programme au lieu de 2. Mais ce qui est intéressant, notamment pour les pays outre-mer qui sont éloignés et qui ont une géographie différente, c'est la possibilité d'associer un pays hors programme. Donc, sans trop rentrer dans les détails, le programme Erasmus+ inclut bien évidemment les États de l'Union européenne, plus quelques États associés. Donc, malheureusement, pour la période 2021-2027, le Royaume-Uni ne fait plus partie du programme Erasmus+, mais d'autres États, notamment dans le bassin méditerranéen ou ailleurs dans le monde, font partie du programme. Donc, on peut imaginer une collaboration avec peut-être 2 pays d'Europe, plus un pays, 3 pays d'Europe, plus un pays hors programme, afin d'avoir un échange sur le sport. Ce qui est intéressant dans cette activité, c'est que le concept d'apprentissage et d'enseignement est vraiment mis en avant. Autant sur le premier type de projet, le partenariat à petite échelle, on était vraiment sur un échange très réduit entre, par exemple, un organisme public et un club de sport. Là, celui-ci met en avant la formation professionnelle. Et donc ça, c'est également intéressant à avoir à l'esprit pour les enseignants qui seraient intéressés par ce point focal sur le sport. Juste pour illustrer, un autre projet de la période précédente de programmation, que là, vous voyez, porté par un portefeuille de projets français, avec 8 autres organisations de 7 pays programmes, et qui avait pour but de promouvoir les bienfaits des sports de nature. Vous avez l'illustration sur la diapo, et là, on avait un projet de 36 mois donc, qui a produit un certain nombre d'infographies, de vidéos pour inciter les gens à faire du sport à l'extérieur. Ça paraît très trivial, mais c'est incroyable, je trouve, et très positif que l'Europe finance ces projets tout simples, des projets de bon sens, finalement, pour reconnecter les gens avec leur environnement naturel. Et enfin, le dernier type de projet dans le cadre du programme Erasmus+ Sport, ce sont les manifestations à but non lucratif qui s'organisent essentiellement durant la Semaine européenne du sport. Donc là, ce sont des projets assez importants qui visent à promouvoir un sport en particulier. Je vais l'illustrer de ce pas avec celui-ci qui a été promu par la Fédération française de parachutisme et qui était un projet qui avait pour vocation à soutenir le sport pour les personnes souffrant ou ayant, comment dire, une mobilité réduite. Donc, ils ont organisé cette compétition où les personnes à mobilité réduite pouvaient bénéficier du bienfait du parachutisme. Et ce projet a été très apprécié et célébré par l'agence française en charge du programme Erasmus+ Sport. Donc, à travers ces 3 exemples, un petit peu à l'instar de Sylvain, l'idée c'était de vous donner envie d'explorer. Je vous ai mis sur cette diapo le lien vers ces projets, c'est le lien recueil. Vous avez en fait, je regarde sur les projets français lauréats 2014-2018, et ce sont vraiment les projets que l'agence a jugés les plus pertinents, les plus représentatifs de ce qui sont intéressés par exemple par l'inclusion sociale ou sur l'émancipation des femmes par le sport.
vous avez de nombreux exemples. J'aurais pu passer toute la soirée. J'en ai choisi 3, donc c'est vraiment très arbitraire. Au-delà de ces exemples, évidemment, et ça Sylvain l'a bien rappelé, le programme européen, c'est également de l'administration et ça commence par les échéances, à savoir qu'il y a des deadlines pour soumettre des projets. Dans le cadre d'Erasmus + Sport, c'est une échéance par année. Celle de 2021 est fixée au 20 mai. Donc, sans doute, pensez-vous, oh là là, c'est trop tard. Pour cette année, sans doute, puisque la deadline est déjà demain. Mais sachez que le programme Erasmus + Sport est un programme très prévisible, puisque vous pouvez partir du principe que la deadline de l'an prochain sera très similaire à celle de cette année. Donc, le message que je voulais vous faire passer, c'est que vous pouvez dès à présent consulter les liens qui sont sur la diapo, préparer une idée et surtout entrer en contact avec le point de contact national qui est l'agence Erasmus + Sport, c'est l'agence du service civique, notamment Aurélie Bezeau, que je connais personnellement, qui avait aidé l'OCTA à l'époque où j'y travaillais, et qui est très en faveur d'aider les acteurs des pays et territoires d'outre-mer à monter des projets intéressants pour leur territoire. Donc surtout, n'hésitez pas. Peut-être un dernier lien que j'aimerais rapidement évoquer, c'est celui des Sport Info Day, qui est une grande journée de célébration du sport, mais également une journée de recherche de partenaires. Si jamais vous êtes intéressé par le programme et que vous cherchez d'autres structures sœurs prêtes à joindre efforts avec vous, n'hésitez pas à participer à ces événements. C'est là où les gens, finalement, partent à la pêche et tentent de trouver l'organisation la plus fiable. Et sachez qu'au niveau de l'OCTA, on a eu des bonnes opportunités de personnes qui étaient intéressées à travailler avec les intervenants des Outre-mer. Donc, il y a des opportunités. Certes, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, et je suis tout à fait d'accord avec Sylvain, mais sur des projets comme celui-ci, les taux de succès sont plutôt assez élevés, et surtout, le fait que les PTOM montent en puissance et sont encore sous-présentés sera bien vu par les évaluateurs, et donc ça vous donnera une bonne chance d'être couronné de succès. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous remercie. Merci à toi, Benoît, pour ce partage et ce coup d'œil sur différents projets qui font envie. On a envie de se plonger avec ces participants des différents coins du monde, à se plonger dans la nature ou à partager des sports ou à faire des sports extrêmes. C'est une grande diversité de projets très intéressante. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir ou poser une question à Benoît? Et je vois que l'heure tourne pour Sylvain. En tout cas, c'est très intéressant. Je connaissais, à titre personnel, je connaissais assez peu le volet sport d'Erasmus. Et je note qu'il y a des initiatives très intéressantes qui permettent finalement, au-delà du sport, de relier des gens, des peuples. Oui, tout à fait. C'est vraiment se retrouver autour de choses toutes simples, autour de valeurs, et aussi permettre une dimension d'apprentissage à travers le sport. C'est évidemment des projets qui ont le mérite d'exister et qui vraiment devraient être promus davantage au niveau européen. Je pense que c'est encore assez méconnu. Et sachez que les projets Erasmus + Sport ont débuté en 2007. Donc là, on en est à la 3e période de programmation. Donc, il y a également eu une montée en compétence de différents acteurs. Au fur et à mesure que les projets sont approuvés, la qualité de ces projets a également augmenté. Et donc ça, c'est de bon augure pour la suite et pour la période qui vient de débuter. N'hésitez pas aussi à, comme Sylvain l'a mentionné, à peut-être chercher un partenaire chevronné qui va vous prendre sous son aile, que vous puissiez apprendre et après une première expérience en tant que partenaire, concevoir votre propre projet et aller de l'avant en tant que coordonnateur. Ce sont des choses qui arrivent fréquemment dans les projets et les programmes européens. C'est monter un petit peu en 2 étapes pour renforcer les capacités et ensuite être vraiment capable de mener à bien un projet européen. Comme je le faisais observer tout à l'heure après l'intervention de Sylvain Martinez, dans tous les volets d'Erasmus et même dans tous les programmes de l'Union européenne,
Je pense qu'il faut dépasser le premier obstacle. Hein. Ça, c'est typiquement le comportement d'un sportif, si j'ose dire. De passer le premier obstacle, une fois qu'il est passé, la voie s'ouvre. Et pas, en quelque sorte, démystifier. Hein, parce que c'est pas dans les habitudes françaises de demander des subventions avec beaucoup de précision sur ce qu'on veut faire. Ne serait-ce que déjà le plan financier. Hein. Quand je vois ce que parfois finance mon propre ministère au profit d'associations, le niveau d'exigence est très très bas. Hein. En même temps, les résultats sont difficiles à observer puisque l'exigence de départ en termes d'indicateurs n'est pas présente. Donc, je pense qu'il faut l'important, c'est qu'on encourage les porteurs de projets, quel que soit le programme, particulièrement Erasmus, parce que c'est porté par des établissements locaux, par des professeurs vraiment très bénévolents, qui mettent beaucoup d'énergie personnelle, mais de les encourager, les aider d'une façon ou d'une autre à dépasser le premier obstacle, et puis démystifier ces programmes. Une fois qu'on est dedans, après, la porte est ouverte. Une fois qu'on a pris l'habitude, alors là, c'est un boulevard. Et vous pourrez compter sur Archipel Développement pour vous aider dans vos premières réflexions. Donc, à l'issue de ces 2 premiers séminaires, on ressent aussi le besoin de nous de pouvoir répondre et d'apporter une première réponse et des premiers conseils à nos porteurs de projets. Et quand on ne saura pas forcément, parce qu'on n'est pas des experts comme vous, Ibrahim ou Benoît, eh bien, on trouvera les bonnes personnes pour accompagner les projets locaux. Oh, malheureusement, je suis loin d'être expert. Moi, je suis les négociations en faisant très attention vraiment aux articles critiques pour les PTOM comme pour les RUP. Dans le détail, on compte sur nos collègues des différentes agences. Là, on a des contacts extrêmement fluides, sereins, voire sympathiques. Donc, s'il y a lieu, au moment où des projets auront été déposés, quel que soit le volet, depuis Paris, on pourra appuyer. Merci. Alors, on avait choisi le timing pour cette séance pour qu'il convienne à la fois à ceux qui sont en Europe et à la fois à ceux qui sont en Saint-Pierre-et-Miquelon et qui ont des obligations professionnelles ou scolaires, ou les deux. Donc, on va pouvoir rentrer dans cette deuxième partie. Avant, si vous voulez, on va faire rapidement un sondage sur les participants qui sont avec nous pour savoir, alors c'est avec les collègues qui vont pouvoir partager ce sondage, si c'est toujours possible. Oui. Donc, sur une échelle de 1 à 5, quel est votre niveau de connaissance sur les programmes européens? Vous avez quelques instants pour répondre. Je vais peut-être laisser Caroline ou Dorothée nous présenter les résultats. Je vais poser d'abord la deuxième question. C'est plus sympa quand on a le résultat tout de suite. Vous le voyez, non? N'est-ce pas? Non, on ne voit pas le résultat. Ah, pardon. Il faut partager les résultats maintenant. Tu veux que j'appuie? Attends. Ouais. Je crois que là, ouais, voilà, pardon. J'ai arrêté et ce n'est pas fait automatiquement. Maintenant, vous le voyez, c'est ça? D'accord, donc c'est très partagé, on ne peut pas faire plus partagé, donc on a vraiment tous les niveaux de connaissances. On était également curieux de savoir d'où est-ce que vous venez d'un point de vue géographique. Donc il y a soit en Hexagone, soit autre Europe. On n'a pas mis Tahiti malheureusement. Et alors pour les résultats? Donc on a la moitié de Saint-Thierry,
Quelques mi-clonés. On a aussi principalement de l'Hexagone autrement, mais également quelques Européens et une personne sûrement de Tahiti. Et, et enfin, on voulait vous demander de quel type d'organisation vous venez. Est-ce que vous venez, par exemple, d'une autorité publique? Est-ce que vous êtes indépendant? Est-ce que vous êtes à l'université? Est-ce que vous représentez une association, une PME ou juste autre? Et alors, pour le résultat? D'accord, donc on a quand même un quart d'autorité publique, on a un cinquième d'étudiants et puis un cinquième d'indépendants, mais aussi beaucoup de profils divers et variés. Merci d'avoir joué le jeu. Donc pour passer à cette deuxième phase, donc Nana à Tahiti, Nana ça veut dire au revoir. Et Nana, et encore merci. Hein. Au revoir. donc, Au revoir. pour cette deuxième partie dédiée aux projets locaux, je vais rapidement passer la parole à nos prochains intervenants, enseignants et étudiants. Donc, comme vous l'avez sûrement vu, cette séance est enregistrée. Donc, vous serez enregistré seulement si vous avez votre caméra d'allumée. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez toujours le faire par le chat sans forcément allumer votre caméra. Donc, chacun pourra faire comme il le souhaite. L'intérêt aussi de cette vidéo, c'est qu'on pourra aussi la réutiliser pour les étudiants et les lycéens qui sont intéressés mais qui n'ont pas pu nous rejoindre ce soir, soit parce qu'ils sont en révision, soit pour d'autres raisons. Donc, pour ce premier partage d'une expérience locale dans un projet européen, je vais passer la parole à Cédric Borter et Sabrina Châtel, qui sont tous les deux enseignants d'histoire-géographie au lycée de Saint-Pierre et qui ont donc été co-responsables de l'expérience Euroscola, dont ils vont nous parler un petit peu plus. Merci d'être là et à vous la parole. Bonjour. Voilà. Alors donc, le Parlement européen a mis en place le projet Euroscola dans les années 1990. Et puis nous, en 2017, on a reçu donc une note d'information du bureau du Parlement européen de Paris, nous présentant justement ce fameux jeu concours. Et pour une première fois, c'était ouvert aux Outre-mer. Donc on en a discuté avec Cédric et puis avec les élèves aussi. Puisque l'objectif de ce concours, c'était en fait de tester les connaissances des élèves de seconde et de première sur l'Union européenne. Donc, de suite, les élèves ont été partants et puis, voilà, on s'est lancé dans l'aventure, on a inscrit nos élèves. Donc, on avait une phase d'entraînement. Donc, ça faisait partie intégrante de nos cours, que ce soit en histoire ou en géographie. Et puis, on avait aussi des fiches sur le site Euroscola. C'était en fait une mine d'informations pour les élèves. Et donc, le concours s'est passé donc, en mars 2018. Les résultats sont tombés en début mai, on va dire, début mai de cette même année. Et là, surprise, nos élèves donc, sont sortis lauréats. Les élèves de première donc, ont remporté le concours Euroscola. Donc, c'était une première pour l'Outre-mer, pardon, et puis surtout une première pour Saint-Pierre et Miquelon. Donc, 23 élèves ont pu représenter la France. Et puis, donc, sur une journée, élèves et puis les professeurs qui ont accompagné ont pu donc expérimenter par des jeux de simulation, Des débats. Des débats, voilà. Aussi. Donc les élèves ont
ont débattu sur des grandes questions qui concernent l'Europe. Il y avait par exemple un groupe qui travaillait sur l'environnement et les énergies renouvelables. On avait également des questions de sécurité, de droits de l'homme. Il y avait les élections européennes aussi qui se profilaient pour l'année 2019. Également des questions sur l'avenir de l'Europe, sur les migrations aussi et sur l'emploi des jeunes. Donc voilà les thèmes qui apparaissent à l'écran, je pense. C'est ça, c'est partagé. Oui, normalement, je pense que tout le monde voit. Partagé là, non. Ouais. Sinon, je peux le faire, mais Okay. On avait cliqué. Alors, je reprends. Partagé. C'est voilà. bon? Ça va s'afficher, voilà. Merci. Voilà. Puis Donc, la photo de groupe aussi, je sais pas si. Donc voilà, ici hein, la photo de groupe donc, hein, des élèves qui ont pu bénéficier donc, de ce voyage. Et puis on va reprendre les différents thèmes. Parce qu'une fois effectivement hein, les résultats tombés, ce n'était pas simplement un départ et puis être dans l'hémicycle au Parlement européen. C'était surtout en fait hein, faire un travail de recherche, un dossier, puisque pendant cette journée, hein, ils étaient environ 560 lycéens de 22 États membres. Et donc, hein, chaque groupe a travaillé hein, sur un thème bien précis. Ouais, puis ce qui était rigolo, c'était de penser que les élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon en fait, représentaient la France au Parlement européen aux côtés de leurs collègues. Il y avait un peu tous les pays. Hein. Il y avait des Polonais, des Allemands, des Espagnols. Enfin, le panel était assez large. Ouais. Et puis les sujets surtout étaient vraiment intéressants. Et puis donc par la suite, voilà, hein, ils étaient tous dans l'hémicycle. Alors on a eu aussi la présentation de l'archipel hein, par Thomas Le Bailly. Donc il avait qu'1 minute hein, pour le faire et en anglais puisque c'était la langue en fait hein, de référence hein, pour tous les échanges. Et puis, par rapport justement hein, aux différentes questions, hein, différents thèmes qu'ils avaient abordés, ensuite, hein, ils ont pu débattre entre eux. En fait, hein, ils se sont vraiment mis dans la peau d'un eurodéputé. Hein, et ils ont débattu, ils ont voté. Et on a même Alexandre Fouchard hein, qui a pris la parole pendant un moment. Je crois que c'était sur la question des migrations. Donc voilà, il s'est exprimé en anglais hein, devant tout le monde et voilà, il était vraiment à l'aise et voilà, c'était impressionnant hein, de les voir agir et puis surtout vouloir prendre la parole quoi, parce que ils étaient nombreux, nous on arrive voilà, de Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est vrai que quand on fait le cours, que ce soit en histoire ou en géographie sur l'Union européenne, sur l'Europe et la création, hein, tout ce qui a pu se passer, c'est vrai que quelquefois, pour nos élèves, on est en Outre-mer, on est à Saint-Pierre-et-Miquelon, et souvent, l'Union européenne, ça… C'est lointain quand même. Voilà. Ouais. Donc, ça a été vraiment une expérience enrichissante, que ce soit pour nos élèves, mais aussi pour nous en tant qu'enseignants. Et de pouvoir se confronter aux institutions européennes, ça a été quand même un grand moment pour nos élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Voilà. Et puis, bon, ils ont pu voir aussi, hein, on avait des casques pour les langues, évidemment, hein, puisque y avait des traductions. Donc, des petits boîtiers pour voter aussi, hein, quand il y avait des lois qui étaient proposées. Donc, c'est vrai qu'ils en ont parlé, hein, ils en ont beaucoup parlé au retour. Hein, ils ont trouvé ça quand même assez impressionnant, parce que certes, on le voit à la télévision, mais là, ils étaient vraiment dans la peau du député, ouais. Du député européen. Ouais. Et puis, c'est tout un déplacement quand même, puisque transporter 23 élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'à Paris et puis Strasbourg, c'était une sacrée organisation. Donc, on était vraiment content de pouvoir relever le défi et de bénéficier des crédits européens pour vivre cette expérience super enrichissante. Voilà, et en plus, on est même revenu avec une médaille d'or, hein, puisque il y a eu un jeu, Eurogame. C'est un jeu de culture générale, en fait. Au départ, hein, il y avait à peu près 160 équipes. Et en finale, donc, on a Émeric Boissel hein, qui était donc, dans l'équipe finaliste.
et ils ont gagné. Donc, j'avais noté, il me semble il y avait une néerlandaise avec lui, une allemande, pour sûr, et puis une hongroise, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, Saint-Pierre-et-Miquelon était représenté. Donc, c'est vrai que nous, on était vraiment fiers de heureux. lui. Ah ouais. Ouais. Mais bon, c'est une expérience très enrichissante qui a demandé effectivement un travail conséquent. Mais là encore, on a réussi à mener à terme ce projet parce qu'on a été beaucoup aidés. Financièrement, il fallait des aides assez importantes, oui. Le Parlement européen a pris en charge le transport de tout le groupe, hein, mais après, il fallait qu'on trouve des moyens de financer le séjour, puisque c'est bien mignon de gagner une journée comme ça au Parlement européen, mais on ne peut pas partir, nous, une journée de Saint-Pierre-et-Miquelon pour aller à Strasbourg. Donc, on est parti une semaine avec un passage, un séjour à Paris, et c'était l'occasion aussi sur Paris de faire différentes visites, de rencontrer beaucoup de monde aussi. Donc, on a monté tout un voyage pédagogique avec beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous à caler et puis de visites à préparer. C'était toute une organisation qui nous a demandé beaucoup de temps quand même. Ouais. Ouais. Et puis trouver des subventions pour pouvoir compléter l'apport du Parlement européen. Donc, on a eu des aides également du ministère de l'Outre-mer. Archipel Développement, la collectivité, la collectivité, voilà, on a dû solliciter de nombreuses institutions pour pouvoir boucler le financement. C'était quand même très, très conséquent comme budget. Ouais. Donc, c'est vrai qu'en termes de préparation, d'organisation, hein, c'est très lourd à gérer, puisqu'en plus, c'était une première de partir en métropole avec 22 élèves. 23, oui, 23, effectivement. Mais bon, voilà, ça a permis d'échanger des informations dans une langue étrangère, de découvrir, de débattre aussi, et puis d'argumenter. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que le concours, c'était vraiment sur l'Union européenne. Donc, et même à travers les cours que nous, on peut leur donner, leur offrir, à travers ce jeu concours, ils ont été chercher davantage par eux-mêmes, donc ils ont découvert aussi d'autres thèmes que l'Union européenne a abordés, et ça, effectivement, ça a été très enrichissant. Puis, ne serait-ce que pour l'ouverture, ça a été très, très fort aussi, puisqu'on a des élèves qui n'avaient jamais été en Europe, hein, je crois. On en avait quelques-uns pour qui c'était une première. Donc, ça a été Paris, c'est un choc culturel. Ouais. Se confronter au transport en commun, se confronter à toute la vie des métropoles européennes, c'était vraiment grandiose pour nos élèves. Oui. Ouais. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, quand on s'inscrit à ce genre de concours, moi personnellement, j'y croyais pas tellement en fait, hein, pour être honnête. Et puis on se rend compte que ça fonctionne, ça marche, on peut vraiment faire quelque chose et concrétiser comme un espèce de rêve, quoi. C'était vraiment impressionnant. Ouais, parce que moi, j'ai encore en mémoire le message quand on a reçu justement le courrier comme quoi on était sélectionné. Et d'ailleurs, c'était une première parce qu'ils ont sélectionné 13 classes dans l'Hexagone et 3 en Outre-mer, et on était les premiers justement à venir au Parlement européen pour Euroscola, qui existe d'ailleurs depuis 1990, mais c'était la première fois en 2018 que c'était ouvert donc pour nous. Et d'ailleurs, j'ai toujours gardé contact avec madame, alors je vais essayer de bien prononcer, avec Sabine Gross, qui d'ailleurs, on s'est même parlé encore à nouveau aujourd'hui. Et voilà, elle a toujours notre arrivée et les échanges qu'on a pu avoir, on a gardé contact. Et voilà, c'est quelque chose maintenant, voilà, c'est mémorable. C'est resté gravé, ouais. Parce qu'à côté du Parlement européen, comme je vous le disais, on est allé aussi séjourner à Paris. On a eu des visites exceptionnelles. On a été reçus à l'Élysée par Madame Macron. On est allé aussi au Parlement, donc à l'Assemblée nationale et puis au Sénat. On a participé à une émission de la Marche de l'Histoire sur France Inter. Donc, on avait quand même un programme qui était richement garni.
Et puis même en lien avec le… Oui, tu l'as dit, ministère, la Shoah. Ah oui, le mémorial de la Shoah par rapport aussi. au thème d'histoire. Voilà, donc on a essayé effectivement une semaine de tout combiner. D'optimiser au maximum le temps passé en Europe. Mais c'était vraiment une expérience enrichissante. Merci pour ce beau partage et d'avoir créé tous ces souvenirs chez ces lycéens. Je vais laisser nos participants vous poser des questions ou commenter. Mais j'avais une première question. Donc, vous avez eu un programme extrêmement riche pendant une semaine et je me suis laissé entendre dire que cette journée au Parlement européen, eh bien, malgré cette densité et malgré Madame Macron et tout ça, j'ai cru comprendre que cette journée au Parlement européen elle vous a laissé un souvenir particulier. Pourquoi c'était si particulier? Alors, en fait, c'était une première. Et puis, pour être honnête, voilà, quand on a présenté, quand on a fait ce jeu concours, voilà, honnêtement, je ne savais pas trop. Les élèves avaient beaucoup travaillé. Mais voilà, en fait, moi, je sais que quand je suis arrivée devant le Parlement, c'était une première. Et ouais, il y a eu beaucoup d'émotions. Et puis, de suite, avec la personne responsable avec qui on échangeait beaucoup, je veux dire, on a eu un contact très… en fait, le contact s'est fait très rapidement. Et puis, voilà, dans la journée, on a fait des connaissances. Voilà, donc… mais c'est vrai que quand on est arrivé, même les élèves regardaient le bâtiment, c'était… voilà, c'était comme un rêve, quoi. C'était à la fin du séjour et puis c'était vraiment l'aboutissement d'un projet préparé de longue date. Finalement, on était dans un programme hyper chargé tous les jours. On est parti le samedi, il fallait qu'on revienne le samedi d'après. Et donc, ça s'est terminé comme ça en apothéose avec la journée au Parlement européen. Donc, en cela, c'était particulièrement fort. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Sabrina Châtel et Cédric Porter? J'en aurai deux si possible. Oui. Donc, bonjour à tous. Ah, bonjour. Bonjour. Joshua de Lizaraga. C'est ça. Un ancien élève. Oui. Ancien élève, oui, des deux. Oui. Tout d'abord, félicitations pour l'exploit et le projet. Déjà, première question, pensez-vous pouvoir et vouloir retenter l'expérience? Ça, c'est une question intéressante parce que justement, comme on l'a expliqué, on n'y croyait pas trop au départ et puis on a vu que c'était possible, qu'on pouvait obtenir des financements, qu'on pouvait préparer un déplacement, même si ça concerne 23 élèves, c'est quand même important. Et ça nous donne envie, ça nous a donné envie de poursuivre et de monter d'autres projets comme ça. En tout cas, moi, ça m'a motivé pour en faire d'autres, surtout qu'on a appris à monter des dossiers de demande de subvention. Donc maintenant, oui, on sait faire. On sait comment ça marche. Et moi, vu comment les élèves ont été aussi marqués, ça donne vraiment envie d'en faire d'autres pour en faire profiter d'autres générations, d'autres classes. Oui. Donc là, actuellement, c'est vrai que j'en discutais encore avec Madame Gross aujourd'hui. Avec la crise sanitaire, effectivement, tout a été changé. Donc, ils espèrent revenir sur les jeux concours et puis la présence aussi des élèves. Mais voilà, Euroscola existe. Il y a juste avant l'année où justement de la crise sanitaire, nous, c'était un jeu concours à travers 30 questions. L'année d'après, c'était par rapport à une vidéo. Par exemple, il fallait monter une vidéo sur un thème bien précis, toujours en rapport avec l'Union européenne. Donc voilà, en fait, tous les 2-3 ans, en règle générale, ils changent un petit peu les modules. Voilà. Mais oui, on est très motivé. On a des nouvelles idées. Là, on va partir sur un nouveau projet. Là. Ouais. Si je puis rebondir sur ce que vous venez de dire aussi, vous parlez de nouveaux projets, etc. On a entendu auparavant les projets Erasmus+, au niveau des lycées, par exemple. Pensez-vous que de tels projets seraient possibles sur l'archipel au niveau des proportions et des élèves du lycée?
Moi, j'ai raté le début. Ouais. Oui, je pense que c'est possible, mais voilà, il faudrait en parler davantage avec les élèves, leur donner davantage de pistes, d'informations, faire aussi peut-être des réunions. Ouais, je pense que ça pourrait être un plus pour eux. Merci. Merci beaucoup. Olivier, si vous permettez, j'avais une question. Oui. Dans le cadre de ce projet, j'ai compris que les élèves ont vu l'une des facettes de l'activité institutionnelle européenne, à savoir ce que fait le Parlement européen. Est-ce que vos élèves et vous-même savez quels sont les pouvoirs et que fait l'autre volet de l'organe législatif, le Conseil de l'Union européenne, le Conseil des ministres, en fait, qui représente les gouvernements nationaux? Peut-être que la présidence française de l'Union européenne, donc pour rappel, c'est au premier semestre 2022. Donc, c'est la France qui va assurer la présidence. On pourrait peut-être envisager quelque chose pour évoquer comment la décision se prend aussi au Conseil, hein, même si je dois dire que c'est un peu plus confidentiel, un peu moins connu, un peu plus secret. Excellente suggestion. C'est vrai qu'en fait, les décisions européennes, elles doivent être approuvées par le Parlement européen d'abord, mais aussi par le Conseil européen qui a un poids même peut-être plus important dans un grand nombre de décisions. Ça va plus exactement, pardon, Olivier, plus exactement, c'est le Conseil de l'Union européenne. Il y a 10 formations du Conseil, agriculture, pêche, emploi, affaires sociales, ainsi de suite. C'est les ministres, en fait, hein, mais bon, dans beaucoup de cas, c'est plutôt les représentants permanents ou leurs adjoints qui siègent. Le Conseil européen, lui, c'est un peu particulier. Le président est élu pour 2 ans et demi par les États membres. Donc, il y a un peu plus de pérennité, hein, si tant est qu'on puisse parler de pérennité sur 2 ans et demi. Et l'organe qui est le co-législateur, c'est le Conseil de l'Union européenne, où siègent les ministres. Mais le travail est préparé très en amont par d'obscurs fonctionnaires comme moi, et puis siègent à Bruxelles des collègues de la représentation permanente dans différents groupes techniques. Il y en a des dizaines. Puis il y a le COREPER, le comité de représentants permanents, et le Conseil des ministres lui-même. Ce sera important, mais je sais que le Conseil est peut-être un peu moins ouvert que le Parlement européen pour organiser des visites, montrer un peu comment le travail se passe. Ouais, mais c'est vrai que ça sera intéressant. Parce que les 2 organes ont exactement les mêmes pouvoirs. Hein. Aujourd'hui, la plupart des décisions sont prises dans le cadre du régime de la codécision. Beaucoup de textes arrivent au niveau final, ce qu'on appelle le trilogue, où il y a le Parlement d'un côté, le Conseil de l'Union européenne de l'autre, avec au milieu la Commission européenne, qui a souvent le dernier mot à dire pour indiquer au Parlement ou au Conseil si le texte qui est sorti des négociations par rapport à sa proposition initiale est dénaturé ou pas. Parce que l'avantage de la Commission européenne, c'est qu'elle peut retirer un texte si elle considère qu'il a été dénaturé dans la discussion entre le Parlement et le Conseil, elle peut le retirer. Et on repart à zéro. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute un peu plus avec Sabrina et Cédric un autre jour et qu'on puisse co-animer un petit cours sur le rôle des institutions européennes. Oui. Tout à fait. Voilà. Après, peut-être une dernière question. Quel est le sentiment de vos élèves par rapport à l'avenir de l'Europe? Qu'est-ce qu'ils attendent de l'Europe? Parce qu'il y a une nouvelle conférence sur l'avenir de l'Europe qui s'engage là en ce moment même. Ce sera intéressant de savoir la vision des jeunes qui sont en général plutôt optimistes avant qu'ils sombrent dans l'euroscepticisme. Oui.
Donc, c'est vrai qu'avec les nouveaux programmes du lycée, on retrouve ces chapitres. Moi, je ne les ai pas encore faits en terminale, mais c'est vrai que ça va être une question à leur poser, effectivement. Mais moi, j'ai remarqué, et ce depuis plusieurs années, quand on travaille sur la création de l'Europe et de l'Union européenne, c'est vrai que on est loin et pour eux, voilà, c'est un peu difficile. Même si on leur dit que voilà, même Saint-Pierre et Miquelon bénéficient de fonds de l'Union européenne, etc. Que voilà, quand il y a des traités qui sont mis en place, des décisions qui sont prises, voilà, on fait aussi partie intégrante. Mais et pour certains, voilà, on est tellement loin que ils ont une vision, voilà, c'est un peu compliqué, je trouve, parfois à leur expliquer. Ouais. Et c'était d'autant plus intéressant et important de mettre sur place ce beau projet Euroscola. Donc, merci beaucoup. On va passer à nos autres intervenants, parce qu'il commence à être tard déjà en Europe et je les remercie beaucoup d'être restés avec nous, que ce soit nos intervenants, mais aussi les étudiants que ça peut intéresser. Erasmus, c'est connu notamment pour ses échanges scolaires au niveau universitaire plutôt. Ça a été immortalisé par le film L'Auberge espagnole, même si forcément en 1 heure et demie, c'est difficile de couvrir la complexité et la richesse d'une expérience Erasmus. Il y a, depuis la création du programme, il y a une trentaine d'années, ce sont 9 millions de personnes qui ont bénéficié d'Erasmus, dont la moitié d'étudiants, donc 4,5 millions d'étudiants qui ont fait un échange universitaire. Et nous en avons quelques-uns parmi nous, dont Quentin Lucas, donc, qui est à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine et qui donc va nous partager son expérience en Suède. C'est ça. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de mon échange en Suède que j'ai eu l'occasion de faire il y a maintenant 2 ans. 2 ans. Donc, je suis parti en Suède dans le cadre de ma licence. Donc, je suis parti dans la ville de Umeå, au nord de la Suède, en fait. Et donc, cet échange a eu lieu pour une durée d'1 semestre. Donc, je suis vraiment parti 6 mois, du mois de septembre au mois de janvier. Donc, ça a été un échange qui a eu lieu, déjà qui a été préparé, parce que c'est vrai que il y a toute une grosse demande. Moi, dans ma promotion, c'était 81 places pour 300 élèves. Donc, c'est très peu. Et en même temps, c'est assez pour satisfaire, je crois, puisque chaque année, on a quand même la plupart des étudiants qui arrivent à se satisfaire des départs. Et donc, c'est vrai que pour moi, ça a été un an de préparation, parce qu'il y a tout un travail qui doit se faire en amont avec son université, puisqu'on choisit parmi les propositions de l'école, puisqu'ils sont souvent limités aux partenariats établis entre les établissements. Et donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai fait ma demande pour la Suède auprès de mon université. J'ai dû remplir un dossier, puisque, évidemment, il faut sélectionner les candidats. Donc, CV, lettre de motivation et aussi portfolio architectural. Donc, ça, je pense que c'est un peu plus propre aux études en architecture. Et ensuite, une fois qu'on a donc ce retour de l'école comme quoi on est sélectionné, on peut ensuite procéder à l'inscription dans l'université d'accueil et procéder à la signature du Learning Agreement, qui est en fait juste un contrat entre l'étudiant, l'école d'accueil et votre école. Donc ça, c'est pour le travail en amont. C'est un peu administratif, mais franchement, c'est assez tellement étalé que ça se fait assez bien. Ensuite, sur place, moi, il s'avère que la question en général du départ dans un autre pays, c'est souvent le logement, parce que c'est vrai que de Saint-Pierre et Miquelon, déjà, on sait ce que c'est d'essayer de trouver un logement en France, en métropole, mais en Suède, c'est encore une autre affaire. Et il s'avère que, pour le coup, là, en Suède, il
il y a une offre publique de logement étudiante et ils nous réservent des studios. Donc, c'était assez avantageux en termes déjà de positionnement dans la ville, mais aussi en termes de prix, puisque moi, j'ai pu en fait payer mon logement en Suède grâce à la bourse Erasmus, qui est en fait une bourse versée par l'Union européenne à l'établissement. Et c'est vrai que c'est assez avantageux, cette bourse, puisqu'en fait, on peut la cumuler avec celle de la collectivité territoriale. Donc, ça fait que, voilà, moi, j'ai conservé mon logement, en l'occurrence à Paris, et j'ai pu, grâce à cette bourse, en fait, simplement me déplacer et conserver la bourse de la collectivité pour payer ma vie quotidienne, quoi. Et aussi pour me déplacer là-bas, comme la Suède est un pays, vous le savez, très de cyclistes, et ben, je me suis acheté un vélo d'occasion. Et donc, c'est vrai que pour moi, là-bas, ça a vraiment, le principe de l'Erasmus, c'est quand même de vivre une expérience. Et avant tout, là, dans le cadre de mon université, une expérience scolaire. Moi, j'ai vraiment découvert une autre méthode, parce qu'en fait, en Suède, ils ont des organisations d'emploi du temps très, très différentes, des modèles d'apprentissage aussi très différents, qui m'ont ouvert l'esprit sur voilà, des méthodes de faire. Et en même temps aussi une organisation. L'école était faite très différemment de celle à Paris. À Paris, on est souvent dans des grands espaces avec de nombreux étudiants. Là, j'avais mon bureau personnel avec du matériel mis à disposition et partagé au sein de l'école. Donc, c'était une organisation beaucoup plus d'équipe et j'ai trouvé beaucoup plus professionnalisante. Et ensuite, il y a la vie étudiante, parce que c'est ce qu'on connaît et ce qui est le plus partagé quand même au sein du programme Erasmus. C'est moi, l'intégration sur place s'est faite assez facilement. On rencontre très vite des étudiants internationaux. Il y avait aussi un programme qui était mis en place à l'arrivée pour nous accueillir à l'aéroport, nous déposer dans nos logements, faire la partie administrative avec l'administration. Et en même temps, voilà, ce programme qui était appelé le Buddy Program, qui nous permettait aussi de rencontrer d'autres étudiants d'Erasmus, de là, toutes les origines européennes, mais pas que, puisque c'est vrai qu'après, on rencontre les étudiants internationaux. Et en même temps, rencontrer aussi des Suédois, puisque souvent, on avait des soirées, des événements qui pouvaient se passer dans la ville auquel on pouvait participer. Et donc après, voilà, vous faites un groupe d'amis assez mixte et très facilement, on peut faire un certain nombre de choses. C'est vrai que moi, en Suède, c'est les paysages qui sont assez beaux, les aurores boréales, mais aussi ça peut mener à des expériences un peu plus intéressantes, comme passer Noël avec des Allemands que j'ai eu l'occasion de faire. Donc voilà, moi, vraiment, c'est une expérience qui a été assez intéressante pour moi, puisqu'elle m'a mis dans un contexte déjà suédois, mais surtout européen, puisqu'en fait, je me suis retrouvé avec plein de personnes d'origine européenne différentes. Et ça nous donne aussi une vision très différente de l'Europe et aussi de d'où on vient, parce que si on apprend à se regarder et expliquer que Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est français proche du Canada, c'est aussi une sacrée expérience en Europe. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas été trop lent et puis je vous remercie. Si vous avez des questions, vous pouvez me les présenter là ou sinon, n'hésitez pas par mail. Je suis vraiment ouvert à toutes vos questions. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir partagé cette expérience. Je disais en aparté tout à l'heure que peut-être qu'on allait changer une vie ce soir, dans le sens où c'est vrai que c'est des programmes qui parfois peuvent changer un itinéraire ou donner une ouverture d'esprit qui va ouvrir des choses différentes. Est-ce que, peut-être sans aller jusqu'à changer la vie, mais est-ce que tu penses que ça a eu un impact sur ta vie? Ouais, ça a eu un impact sur ma vie définitivement. Quand je parlais de méthode de travail, en France, on a tendance à travailler très, 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 très tard.
en Suède, on a tendance à s'arrêter et à être efficace. Donc moi, c'est vrai que ça m'a appris beaucoup. Et en Suède, ils ont un mot qui ne se traduit pas, qui est le mot lagom, qui veut dire ni trop chaud, ni trop froid, ni trop beau, ni trop moche, mais qui veut dire l'équilibre. Et franchement, moi, ça m'a appris à essayer de rechercher cet équilibre plutôt que de chercher toujours la performance. Cool, comment dire. Cool, c'est aussi tempéré, équilibré. Olivier, si je peux poser une question à Quentin, sur ton choix par rapport à la Suède, pourquoi la Suède pour commencer? Et quand tu t'y es rendu, est-ce que tu parlais le suédois? Oui, non. Et une fois sur place, dans quelle mesure ça a été facile ou compliqué de rencontrer et de nouer des liens avec des Suédois? Tu faisais référence à ta prise de contact avec des étudiants internationaux. Je serais curieux de savoir dans quelle mesure c'était facile d'accéder aux locaux. Alors, ce sont de très bonnes questions. Alors, moi, je suis parti en Suède un peu naïvement. Franchement, c'était l'idée, bon, c'est un pays nordique, il fait froid, ça ressemble à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais ça a l'air plus grand, je pars. Et finalement, c'est assez impressionnant. C'était la première fois que j'arrivais dans un pays dont je ne parlais pas la langue. Donc, c'est vrai qu'au début, il faut prendre du recul. Mais en Suède, j'ai eu la chance quand même du fait qu'ils parlent tous très bien anglais, du plus jeune au plus vieux. Donc, tout le monde vous comprend. Ça a été vraiment un plus pour moi. Et le lien avec les locaux, c'est vrai que moi, j'ai eu la chance, en étant en école d'architecture, d'être vraiment intégré avec les étudiants suédois, ce qui n'était pas le cas de tout le monde, je dois l'avouer. Et c'est vrai que ça m'a mis du temps, mais j'ai réussi quand même à me faire des amis suédois avec qui je garde encore contact aujourd'hui et avec qui je me suis bien entendu. Merci Quentin. Donc, comme il l'a proposé, n'hésitez pas à poursuivre les échanges et les questions avec lui sur cette expérience. On va demander à Noémie Normand maintenant de nous présenter son séjour en Finlande. Ça va sûrement résonner avec ce qu'on vient d'entendre et poursuivre cette réflexion. Donc, Noémie, aujourd'hui, elle est avocate spécialiste du droit public et des questions de développement durable, mais c'est surtout une ancienne étudiante en Erasmus. Donc, à toi la parole, Noémie. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir d'être là puisque j'ai l'occasion de le répéter un peu partout autour de moi dès que ça se présente, mais Erasmus a vraiment changé ma vie. Et là, quand j'entends l'expérience de Quentin, je le rejoins à 1000% sur son ressenti. Alors, j'ai essayé de partager ma présentation que j'avais préparée à cet effet. Est-ce qu'elle s'affiche? Oui. Alors, donc je suis partie à Helsinki, en Finlande, donc capitale de la Finlande. Il y avait avant moi une Saint-Pierresse qui était allée, qui est Pauline Rabotin, quelques années auparavant, en 2008 si je ne m'abuse. Et moi, j'y suis partie en 2013, donc sur une année scolaire complète, puisque c'était dans le cadre d'un Master 1 de droit à l'Université de Caen. À savoir que la faculté de Caen n'offrait pas l'option de partir pour un seul semestre, ce qui m'arrangeait bien puisque j'avais envie vraiment de partir pour un an. Mais voilà, c'était sur une année scolaire complète. À l'origine, ce n'était pas mon premier choix. Et lorsque j'ai posté ma candidature, j'ai amèrement regretté de ne pas avoir mis Helsinki en première position. À l'origine, j'avais mis la Suède, donc comme Quentin. L'attrait pour les pays nordiques était déjà là. Et en fait, le partenariat avec l'université qui était celle de... Alors, pardonne-moi l'expression, la prononciation, Quentin, mais c'est Uppsala. Je ne sais pas si je prononce correctement. Mais le partenariat a pris fin l'année où j'ai candidaté. Donc, l'université a réattribué les places. Il y avait 2 places disponibles pour la faculté de droit. Alors, c'est donc où, quand, comment, pourquoi. La plus grosse question, je dirais que c'est le pourquoi. Il y a pourquoi partir, pourquoi Helsinki, ou pourquoi c'est la liste de nos choix en particulier, pourquoi
en Master 1. En ce qui me concerne, donc ça fait 8 ans maintenant, mais pourquoi partir? C'était un peu une évidence puisque j'avais envie et besoin d'ailleurs, mais pas seulement de voyage, puisque je voulais que ça s'inscrive un peu dans un projet un peu plus sérieux et structuré, sans vraiment m'éloigner de l'université. Je craignais un peu à l'époque de décrocher du système universitaire si je faisais une année de césure. Donc, j'avais trouvé un programme Erasmus une sorte de compromis. Avant le programme Erasmus, j'avais déjà regardé les programmes d'échange universitaire, mais à l'époque, c'était les États-Unis, l'Australie. Enfin, voilà, je rêvais vraiment d'horizons très éloignés. Et puis finalement, Erasmus s'est un peu imposé comme un choix qui cochait toutes les cases pour l'expérience que j'en attendais. Et puis, bon, la Finlande, alors il y avait dans ma tête de liste, il y avait la Suède, la Finlande et le Danemark. Donc, je restais avec la Scandinavie, la Finlande qui n'en fait pas partie. Mais c'était aussi l'attrait, donc peut-être du froid, puisque en venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut y trouver quelque chose de plus rassurant pour partir à l'étranger dans un environnement qu'on pense connaître. Mais il y avait aussi la réputation du système universitaire de ces pays-là, qui n'est plus à faire à tous les niveaux, maternelle, primaire, université. Enfin, voilà, c'est vraiment des pays qui ont une réputation dans ce domaine. Donc, c'était un peu le choix gagnant-gagnant. Donc, comme l'a expliqué Quentin, il y a vraiment un avant, un pendant et un après. L'expérience Erasmus, je pense qu'on la vit 3 fois, quand on la prépare, quand on la vit, et puis quand on en revient et qu'on partage ce qu'on y a vécu. Sur la phase amont, j'en discutais avec plein d'amis au cours de cette expérience. J'ai vraiment l'impression qu'en venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, et peut-être d'autres outre-mer, on a des atouts par rapport à des étudiants métropolitains pour ce type d'expérience, puisque on est vraiment dès le lycée, on est confronté à cette prise d'autonomie. On passe le bac, on est obligé de quitter notre île, de quitter notre archipel pour aller au Canada, pour aller en métropole. Donc, il y a cet atout-là qui fait que ce n'est pas notre première expérience en dehors du domicile familial. Et ça, c'est un atout par rapport à d'autres étudiants métropolitains qui se retrouvent un peu avec un double bouleversement quand ils arrivent en Erasmus. On a aussi une capacité d'adaptation par la force des choses quand on doit s'intégrer à un nouvel environnement, une nouvelle ville, reprendre des nouveaux repères quand on le fait après le baccalauréat en venant de Saint-Pierre. Et bien là, on le refait une nouvelle fois en Erasmus, mais en ayant déjà une expérience dans ce domaine. Et puis, on a une ouverture d'esprit. Et là, je pense que c'est vraiment notre localisation, à la fois géographique, culturelle. On a un mélange de cultures qui fait que l'expérience Erasmus s'intègre peut-être davantage dans notre parcours. Enfin, voilà, c'était plutôt ma conviction qu'en venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, loin d'être pénalisé parce qu'on pourrait penser qu'on est de petits territoires, on est isolé, etc. On a au contraire des atouts pour ce type d'expérience. Et donc, ça passe par une phase où on mûrit son projet. Donc là, on se repose un peu les 4 questions cardinales, où, quand, comment, pourquoi. Alors, par exemple, dans mon cas, je voulais partir après une licence pour avoir un acquis universitaire et savoir que après le Master 1, j'aurais la possibilité soit de candidater à un Master 2 et de continuer mon parcours de façon linéaire, soit de refaire un Master 1 dans le système français, ce qui a finalement été mon choix pour consolider mes bases en droit français, puisque c'est complètement différent du droit de l'Union européenne, même si on est fortement influencé. Donc, c'est plein de petites questions qu'il faut se poser très en amont. Et là aussi, je rejoins Quentin. 1 an, ce n'est pas de trop pour préparer son séjour pour toutes les phases d'inscription, mais aussi de réflexion, de savoir si on est prêt à partir, si c'est vraiment une envie, si qu'on ne se sente pas obligé, puisque Erasmus, ça ne doit pas non plus être une contrainte ou ce n'est pas une condition de réussite. C'est vraiment une expérience qui doit partir d'une démarche personnelle et ce n'est pas incontournable, ce n'est pas une obligation. Ça doit être, voilà, il y a du pour, il y a du contre, il faut choisir le moment et on est aussi tributaire
des limites posées par l'université sur la durée du séjour, sur les universités d'échange. Donc, c'est vraiment un an de préparation, mais comme le disait Quentin, ça se lisse dans le temps. Donc, on n'a pas l'impression que ça nous mobilise tant que ça, mais ça se concrétise pas à pas. Donc, il y a la phase de candidature d'inscription et j'allais ajouter en complément des propos de Quentin, les certifications qui peuvent être exigées pour des universités en termes de niveau de langue, donc avec le TOEFL, le TOEIC. Là aussi, c'est des informations à prendre en amont. Et pour la phase un peu plus concrète sur la checklist des étapes, je voulais aussi compléter le propos de Quentin, puisque c'est un projet où on part, alors certes, on part dans l'Union européenne, donc c'est quelque chose de plus familier qu'un pays complètement étranger, mais on est quand même sorti du territoire français. Et on pourrait vite être tenté d'oublier, alors soit de laisser son passeport, c'est arrivé à des amis qui du coup ont été privés de découvrir la Russie, qui demandaient le passeport, ou qui n'ont pas eu de tampon, ce qui était mon cas lors du séjour, mais de tampon du pôle Nord quand on est allé en Laponie. Donc on n'oublie pas son passeport quand on est en Erasmus, même si c'est l'Union européenne et que la carte d'identité suffit. On n'oublie pas non plus son permis de conduire, parce que ça pourrait nous créer une sortie en motoneige, qui a aussi été l'expérience malheureuse d'une amie, mais pour le coup pas la mienne, j'y avais pensé. Donc c'est penser que l'Union européenne, ça ouvre plein de perspectives, mais ça ne dispense pas non plus d'assurer une préparation en amont. On n'oublie pas non plus, et là c'est plutôt le conseil adulte qui est de sa carte européenne d'assurance maladie, puisque ça m'est arrivé, j'ai été confrontée au système hospitalier médical en Finlande et j'étais très contente d'avoir anticipé, sans vraiment y songer de manière sérieuse, mais d'avoir anticipé cette phase-là en ayant cette carte qui peut faciliter les péripéties sur place. Et puis, voilà, pour le petit côté pratico-pratique, il y a aussi l'aspect banque-financement, où là aussi, en amont, c'est l'occasion de s'intéresser aux frais qui sont pratiqués. On n'y pense pas, mais bon, voilà, quand on est vraiment propulsé dans cette expérience encore plus loin des siens et dans un pays dont on ne parle pas la langue non plus, c'est bien d'avoir ces petits repères et ces précautions de prise en amont, avec la petite astuce de numériser et de stocker en ligne, de préférence, tous ces documents pour éviter tous les tracas sur place. Donc cette phase amont, elle prend du temps, mais c'est généralement un plaisir d'y contribuer parce qu'on concrétise petit à petit son projet. Mais bien sûr, le cœur de l'action, on est sur... en ce qui me concerne 2 semestres dans un système universitaire qui est complètement différent du système français. Alors, j'ai relevé là quelques différences majeures qui sont celles des cours à la carte. On a vraiment une composition du programme avec les équivalents européens. Donc là, encore merci à l'Union européenne de nous permettre ces systèmes d'équivalence. On peut choisir ses cours en fonction donc, du nombre de crédits qui y sont associés. On a un nombre de crédits limite. Alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais on doit compléter un nombre de crédits, choisir nos cours en fonction. On peut choisir nos cours sur la période sur laquelle ils sont dispensés. Les enseignants sont de tous les horizons. Donc là, on a vraiment des enseignants en ce qui me concerne de Russie, de Grande-Bretagne, du Canada, d'Espagne. Donc c'est vraiment un mélange, une façon d'enseigner qui est aussi très enrichissante. On a le quart d'heure académique qui veut que les cours commencent à 8h, mais en fait, ils ne débutent réellement qu'à 8h15, ce qui laisse le temps aux retardataires d'arriver au fur et à mesure dans la classe et ça permet de lisser un peu le début du cours. On a alors les rédactions, ce qu'on appelle les essais, c'est plus qu'une dissertation et c'est pas tout à fait un mémoire, mais là aussi, c'est un travail d'autonomie, de recherche et d'esprit critique qu'on ne m'a pas du tout enseigné en France en licence. Donc, il y a vraiment une recherche de pensée par soi-même qui, en plus, dans le milieu juridique, est particulièrement rare en France. C'est-à-dire qu'on nous apprend plutôt du par cœur ou à réciter un peu la pensée dominante d'un auteur. Et en Finlande, on inverse la tendance. Ils veulent savoir ce que l'étudiant a compris, ce qu'il a envie de comprendre.
Donc, on recentre un peu l'intérêt sur l'étudiant lui-même, ce qui responsabilise énormément. Et là, on se remet aussi en question sur est-ce que je suis légitime dans ce domaine-là. Donc, c'est aussi un apprentissage sur ce point-là. Et puis, les notes, où là aussi, le système de notation est complètement différent. En Finlande, en tout cas, l'université d'Helsinki, c'était de 0 à 5, à savoir que le 0 correspondait à une note en système français de 0 à 10. Donc, ils ne veulent pas non plus stigmatiser l'échec. Ils partent du principe que si ce n'est pas acquis, voilà, ça va être 0, il ne va pas y avoir de graduation dans l'échec. Et à partir du moment où on a 10 sur 20 en France, ils donnent 1 et puis après, ça va jusqu'à 5. Donc là aussi, c'est aussi notre réflexion sur l'apprentissage, sur la valorisation des connaissances, qui m'a beaucoup appris à relativiser justement ce système un peu français où il y a beaucoup de, en tout cas en droit, je dirais, de compétition ou de valeur accordée à la note, alors qu'en Finlande, c'est tout l'inverse. Et enfin, la vie étudiante, qui est un parallèle et non des moindres. Alors, ce n'est pas l'essentiel, mais c'est aussi un lieu d'apprentissage au quotidien sur les codes culturels de la Finlande. Et je retiendrai en particulier le 1er mai, qui est chez eux à la fois la fête du travail et des étudiants. Donc, c'est l'image qui est en bas à droite. Pardon, j'ai coupé le slide, en bas à droite, qui est celle, en fait, une cérémonie par les étudiants qui commence le 30 avril et qui se termine généralement le 2 mai. Je ne dirais pas dans quel état, mais ils mettent en valeur les étudiants avec une cérémonie de remise de la casquette des bacheliers. Donc là aussi, le système d'apprentissage est mis en valeur le jour de la fête du travail, ce qui est particulièrement innovant et inédit par rapport à la France. Et alors, en haut à droite, c'est l'université, un des bâtiments de l'université d'Helsinki. Ensuite, la maison du Père Noël, puisque je ne pouvais pas y passer sans y aller. Et en bas à gauche, c'est la fontaine, alors en face du Sénat Tintori. C'est la place du Sénat. Et l'arbre que j'y ai planté, et que depuis Erasmus, je plante un peu partout où je vais. Et en haut à gauche, le drapeau de chez nous, pour rappeler aux étudiants qui pénètrent dans ma chambre que oui, je suis française, mais une française particulière avec Saint-Pierre et Miquelon comme origine. Et voilà, il y a l'après. Alors l'après, c'est après en avoir profité, parce que je crois que c'est le mot d'ordre d'une telle expérience. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs. Je n'en retiendrai que le positif, même si évidemment c'est une expérience où il y a du bon et du mauvais. On en apprend aussi beaucoup sur soi, sur ce qu'on n'apprécie pas autant que sur ce qu'on apprécie, sur ce qui nous convient autant que ce qui ne nous convient pas. Et là, je vais encore abuser de superlatifs, mais c'est vraiment une expérience humaine qui est extrêmement riche et révélatrice, autant donc pour soi que pour le monde qui nous entoure. On a une meilleure compréhension des avantages de l'Union européenne, de l'Union européenne au sens large, en ayant rencontré différentes nationalités. On a une expérience tellement riche qu'il y a le syndrome post-Erasmus, mais là, je vais pas vous faire peur non plus, mais c'est vrai qu'en revenant, c'est un peu le passage à vide en décalage. C'est le débat. C'est ça. On est sur une expérience tellement intense qu'on a envie que ça continue et on peut faire en sorte que ça se perpétue. On retrouve ses amis Erasmus lors d'autres voyages dans l'Union européenne, ce qui permet aussi de découvrir l'Union européenne après Erasmus. Merci Noémie. Et puis, c'est vraiment l'expérience qui permet de se révéler. Merci beaucoup pour ce partage. Je sais qu'il y en a qui doivent partir, donc merci encore pour la participation, notamment Cédric, je crois que tu avais une contrainte. Est-ce que, donc merci encore pour ta participation. Noémie, on pourrait t'écouter toute la nuit. Mais il est tard. On fera une séance peut-être dédiée, mais est-ce qu'il y a des questions pour Noémie ou sur le syndrome post-Erasmus? Si vous permettez, Olivier. Noémie, juste une question. Votre récit est très intéressant. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que ça a changé votre façon de pratiquer le droit? Oui, tout à fait. Dans ma pratique du droit et plutôt dans ma méthode de travail.
Et dans ma compréhension du droit, il y a une très forte influence de mon expérience Erasmus que j'observe encore au quotidien aujourd'hui, 8 ans plus tard. C'est des réflexes ou une compréhension du système juridique différente grâce à Erasmus. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question? Rapide, Oui. c'est possible. Oui. Est-ce qu'au cours de vos déplacements, aussi bien Quentin que Noémie, vous avez pu avoir une vision ou voir physiquement qu'est-ce que peut apporter l'Europe au pays dans lequel vous étiez, ou les aides, qu'est-ce que ça peut apporter? Est-ce que c'est différent? Est-ce que les aides sont utilisées différemment qu'en France, par exemple? C'est une bonne question. Je dirais que le premier avantage qu'on remarque en Erasmus, c'est la mobilité, la liberté de mouvement des personnes, et voire des biens, mais des personnes en particulier, qu'on ne soupçonne pas vraiment en venant de Saint-Pierre-et-Miquelon, puisqu'on sait qu'on est un PTOM, mais on ne fait pas partie de l'Union européenne, mais on bénéficie quand même de ce statut. Donc après, sur la différence dans chaque pays, ce serait difficile de dire, mais vraiment la liberté de déplacement, de n'avoir qu'une seule carte d'identité et de pouvoir passer d'un pays à un autre, je dirais que c'est vraiment grâce à Erasmus que je m'en suis aperçue pleinement. Merci. Et je vois aussi à travers vos deux témoignages, Quentin et Noémie, que on n'est pas obligé d'aller au Royaume-Uni pour apprendre l'anglais, en fait, parce que les systèmes universitaires scandinaves, bien sûr l'Irlande aussi, on peut penser à Malte, même les Pays-Bas et la Belgique, il y a vraiment des systèmes très, très anglophones, une grande partie des enseignements, si ce n'est pas tout l'enseignement qui se fait en anglais. Et donc, si on veut renforcer son anglais, on n'a que l'embarras du choix comme destination. Et bien sûr, il y a aussi 27 États membres à découvrir, plus d'autres pays qui peuvent bénéficier des échanges Erasmus. Alors, on va bientôt avoir la séance qui doit se terminer. Elle devait se terminer un petit peu avant, mais merci à tous d'avoir contribué à la richesse des échanges. Est-ce qu'il y avait une dernière intervention? Non? On peut clôturer là-dessus? J'aurais encore une dernière question, du coup. Oui, vas-y. Faut rebondir. Du coup, Noémie, ton Master 2, tu l'as fait en France? Oui. Et est-ce que au cours de ton Master 2, les cours en France étaient en anglais? Pas du tout. Ouais, alors, on avait un cours d'anglais juridique, mais le reste des enseignements est dispensé en français. Ce qui est regrettable d'ailleurs, puisqu'on est, on est de plus en plus amené à pratiquer en anglais. Et non, là, sur ce point, tout le reste était en français. D'où l'intérêt de faire Erasmus pour avoir un contenu en anglais à un moment de sa formation. Merci pour ces questions très pertinentes, Joshua. Merci beaucoup. Merci à toi. Il faut dire que les étudiants, les lycéens de Saint-Pierre-et-Miquelon, ils arrivent au niveau des études avec un bon niveau d'anglais pour un Français, hein, et donc il ne faut vraiment pas avoir de complexe. Et puis même quand on n'est pas très bon en anglais, il ne faut pas hésiter à faire Erasmus. Moi, c'est mon expérience. Donc, si je te rejoins totalement. Regarder un mauvais anglais. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à... Ça vaut vraiment le coup. C'est juste qu'il faut partir 2 semestres au lieu d'un, comme l'a fait Noémie. Pas nécessairement, mais c'est vrai qu'en Erasmus, on apprend aussi à dépoussiérer l'usage de l'anglais. Parce que tel qu'il est enseigné en métropole, c'est plutôt cantonné à de la récitation, grammaire, conjugaison. À Saint-Pierre, on a la chance d'avoir des enseignements où la participation est valorisée. Et je pense que ça aussi, c'est un atout, c'est qu'on a un recours à l'anglais qui est beaucoup plus spontané et sans rechercher à chaque fois la phrase parfaite, sans faute. On pratique l'anglais comme une langue vivante, ce qu'elle est, même si ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. L'accent n'est pas non plus... on parle de l'accent français, mais chaque pays a un accent. Les Allemands ont un accent quand ils parlent anglais, les Espagnols aussi. Donc, ça relativise beaucoup cet usage de l'anglais. Et c'est aussi très enrichissant de ce point de vue-là.
Moi, je veux juste rebondir. Hein, c'est vrai que quand on est allé au Parlement européen de Strasbourg, les élèves ont dû aussi s'exprimer en anglais. Et bon, c'était des terminales et ma foi, ils étaient vraiment à l'aise. Hein. Donc, ouais, c'est très important. Donc. Et grâce à Saint-Pierre, je pense aussi qu'on a, on a cet atout-là qui s'ajoute à l'expérience. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Noémie. Merci à tous nos intervenants et à nos participants qui sont restés un petit peu plus tard que prévu. C'est l'heure de souper chez nous. C'est l'heure de se coucher en Europe. Donc, on va se quitter ici. Si vous avez envie de continuer les échanges avec nos intervenants, n'hésitez pas à les contacter ou à nous solliciter pour qu'on vous transmettra leurs emails. On vous transmettra aussi tous les supports de présentation. Et donc, eh bien, cette session sera mise en ligne pour continuer à partager toutes ces belles expériences. Merci à tous pour cette soirée. Merci beaucoup. Et à bientôt. Bonne Merci à tous. Bonne Merci. soirée. Merci à Bonne tous. soirée. Au revoir.